Pas tendance parce qu'on revient et qu'on a acquis des compétences à l'étranger, en Occident, ce qui reste un peu la référence dans le monde entier, de se dire je vais venir et je vais pouvoir un peu changer vraiment les choses, apporter mes connaissances et genre les gens vont être, vont avoir de la gratitude pour ça. Et en fait, c'est vraiment important quand on revient de, oui, bien sûr, apporter les compétences qu'on a acquises, mais de tenir compte du fait qu'ici aussi il y a des compétences que nous, par contre, on n'a pas du tout. Quelle que soit la taille du projet, même si c'est pour faire de la consultance ou quoi, il y a moyen de trouver, même sur Internet, des modèles de business plan. Parce qu'en fait, on va toujours sous-estimer les coûts et les dépenses et les petits couacs qu'on pourrait avoir. Alors que si on a vraiment cette espèce de colonne vertébrale, on peut savoir déjà si le projet tient la route, parce qu'à la fin de ton business plan, ça va être là genre, ok, après 2 années, si ça fonctionne pas, ça fonctionne. Ou bien le business plan te dit, oula, ça reste beaucoup dans le rouge cette histoire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle interview avec une invitée des plus exceptionnelles. Nous sommes ici à Kigali, au Rwanda, avec Madame Nathalie Bonte. Donc, Nathalie Bonte qui a monté l'un des meilleurs restaurants de Kigali, selon moi. Mais avant de démarrer cette interview, je vais vous inviter à faire comme chaque fois, c'est-à-dire à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir aimer la vidéo, c'est très important pour le référencement. 2, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer du contenu qui sort sur Web Back to Africa. Et puis 3, ne soyez pas égoïste, partagez la vidéo autour de vous. Donc moi c'est Vincent Frédéric Akekpovi, j'ai fait le choix il y a de cela maintenant plus de 2 ans de rentrer sur le continent afin notamment de vivre une expérience formidable et depuis je n'ai eu aucun regret. On va démarrer cette interview sans plus attendre. Ok, avec plaisir. Est-ce que ça te va Nathalie? Ça me va. Ok, on va démarrer. Nathalie, je vais commencer par la question que je pose à tous mes invités, oui. Qui est à la fois très facile et à la fois difficile. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Donc je m'appelle Nathalie Bonte, j'ai eu 40 ans cette année et je suis rentrée au Rwanda en 2014, donc ça a fait 9 ans cette année, je suis dans ma 10e année de retour. Je suis d'origine rwandaise par ma mère, mais ma mère n'avait pas eu la chance de grandir et de vivre au Rwanda à cause de l'histoire du pays. Du coup, moi je suis née au Burundi, j'ai grandi au Cameroun, j'avais un père belge. Et oui, toute mon enfance, je l'ai passé sur le continent. Et quand on est rentré en Europe, quand j'avais 11 ans, je me souviens qu'on s'est dit genre, ok, c'est sympa qu'on rentre dans le pays de mon père. Mais cela dit, je veux que ce soit pour moi. Il m'a fallu un peu de temps pour réaliser le projet de rentrer sur le continent, mais je pense que ça avait toujours été ce que je voulais faire. Et donc en 2014, on est venu avec mon mari pour voir le Rwanda, qui entre-temps avait beaucoup évolué, beaucoup changé. Entre-temps, tu étais déjà rentré ou bien? En vacances, oui, j'avais continué à voyager sur le continent. J'étais venue en 2001 à Kigali, mais bon, 2001-2014, c'était comme si j'avais vu 2 Kigali très différents. Et je ne savais même pas si c'était forcément ici que j'allais m'installer. Pour le coup, moi, c'était en mode, j'ai envie de repartir sur le continent, de faire quelque chose en Afrique. Et il se trouve que le Rwanda en fait réunissait toutes les bonnes cases pour oser rentrer comme entrepreneur, puisqu'à la base on n'est pas entrepreneur, ni mon mari ni moi, on n'était pas dans la restauration, mais en venant passer 3 semaines en 2014 ici, on était là genre tiens, c'est un secteur qui n'est pas encore super développé, c'est un secteur qui universellement, je veux dire bien manger, ça parle à tout le monde, ça crée de l'emploi. Il y a des perspectives de pouvoir le développer, c'est-à-dire que tu peux ouvrir un restaurant, puis peut-être en faire d'autres, ou bien faire des consultances. Donc il y avait vraiment toute plein de fenêtres d'opportunités qui découlaient de cette première idée de faire un restaurant. Et donc après les 3 semaines de vacances en janvier 2014, on a dit ok, on le fait, on est rentré en Belgique, on a vendu notre appart, on a fait un business plan avec un mentor, et en décembre on était là. Et 3 mois après on ouvrait Poivre Noir. Donc voilà. Waouh. Il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est vrai que tu as dit initialement tu n'as pas grandi au Rwanda, tu n'as pas eu la chance. Du tout, ouais. Donc tu découvres un peu ce pays avec ton mari qui lui aussi est rwandais. Non, moitié burundais. Elle est moitié burundais. Oui. Et donc tu as dit justement que tu as grandi au Burundi et au Cameroun. Oui. Est-ce que c'était 2 pays qui étaient sur ta shortlist pour le retour? Oui. Le Burundi y était, mais pour le coup, la famille de mon mari, donc comme on est en 2014-2015, sa famille qui est au Burundi nous disait voilà, c'est un peu compliqué politiquement. Genre, puisque vous avez l'opportunité de pouvoir le faire à côté, nous on regarde le Rwanda,
on vous dit aller plutôt là. Le Cameroun était clairement sur ma liste, sauf que j'ai quitté en 95. J'ai gardé pas mal d'amis là-bas et j'ai toujours un œil sur ce qui se passe au Cameroun et c'est toujours l'équipe de foot que je vais la plus supporter. Mais cela dit, j'y étais pas retournée et je pense que en fait, quand on s'est dit on va rentrer, le plus simple c'est d'abord de venir voir le Rwanda. Pourquoi? Parce que j'avais des amis qui étaient déjà revenus, qui comme moi n'avaient pas eu la chance de grandir ici, ni leurs parents, et qui étaient revenus dans plein de cadres différents, que ce soit politique pour travailler au gouvernement, que ce soit comme entrepreneur, que ce soit comme employé, et tous disaient la même chose, c'était genre ça fait du bien de rentrer dans un pays où quelque part tu te sens attendu et d'autre part où en fait ils ont tout mis en place pour que ton retour soit aisé. Et ça du coup comparé aux autres pays à ce moment-là, parce qu'entre temps ça a changé, c'est vrai que c'était hyper compétitif. Créer une entreprise, avoir un numéro de TVA, trouver les informations, ouvrir un compte en banque, avoir accès à un bon réseau internet, tout ça était vraiment facilité si on comparait aux autres pays. Donc quand on est venu, en fait, on s'est juste dit, bon, c'est même pas la peine qu'on aille voir d'autres endroits pour le moment, on pense que ça va être la bonne base, quoi. Et puis il y avait un truc très historique, patriotique, dans le sens où même si ma mère n'a jamais vécu ici, même si nous on n'était pas revenus depuis un moment, on a grandi en sachant que c'était chez nous, que c'était un des plus beaux pays de ce continent, et donc il y a quelque chose où le privilège de pouvoir, parce qu'on avait déjà notre fille aînée à ce moment-là qui avait 2 ans, de pouvoir faire revenir notre fille aînée sur, dans un pays que ses grands-parents, arrière-grands-parents avaient dû quitter il y a bien longtemps et dans lequel ils n'ont pas pu vivre. Il y avait aussi quelque chose par rapport à ça en fait. Il y avait vraiment genre le pays en train de se reconstruire, on n'a pas été là pendant les moments les plus terribles. Est-ce que maintenant on peut participer au fait que ça aille mieux et que on ne retourne jamais en arrière en fait? Alors toi tu dis que justement il y avait une politique pour accompagner les gens à revenir au Rwanda, mais comment ça s'illustre principalement? Parce que c'est vrai que là on voit des États comme le Bénin qui prônent la nationalité pour tous les afro-descendants, on voit le Ghana qui a fait l'année du retour, mais comment ça s'illustre au Rwanda, cette politique du retour pour les... Eux, ils avaient fait un programme qui s'appelait le Come and See. L'idée, c'était en fait de contacter la diaspora rwandaise à l'étranger, qu'elle soit au Canada, aux États-Unis, au Kenya, en Ouganda, parce qu'il faut vraiment savoir que c'est pas tout le monde qui était forcément en Occident, et de leur dire, tiens, vous êtes à l'université, vous êtes en train de terminer vos études universitaires, on vous offre un voyage au pays pour que vous veniez voir, vous allez pouvoir rencontrer des entreprises, vous allez pouvoir postuler, et si ça vous plaît et que vous revenez, on va aussi vous faciliter le retour. Par exemple, un conteneur où tout ce que tu mets dedans va revenir sans être taxé, que ce soit ta voiture, tes affaires, etc. Et ça, c'était aux alentours des années, fin des années 2000, et ça a vraiment eu un succès de fou. Parce qu'en fait, il faut bien penser que beaucoup de gens de la diaspora, justement, c'est ça le problème, c'est de se dire, je veux rentrer, mais j'ai pas encore été. Donc si j'y vais à mes frais, c'est beaucoup d'argent, et puis je sais, on a toujours une bonne excuse, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Donc là, le fait que ce soit offert et qu'on te dise reviens, et en fait ton premier voyage, il est voilà, tu as juste à prendre ton logement, mais le billet d'avion, tout ça, on s'arrange, on t'incite vraiment, on te sponsorise. Ben, du coup, tu viens un peu plus relax. Et puis, tu as attendu, on en revient à cette histoire d'attente où on te dit, bah, tiens, tel jour, il y a une réunion, il y aura toutes les grosses entreprises, MTN, à l'époque Bourbon Café qui venait de se lancer, etc., où tu vas pouvoir avoir directement accès aux ressources humaines de ces entreprises, te dire ce que toi tu as, eux te diront ce qu'ils proposent. Je pense qu'une partie de ce projet était même subsidiée par les bailleurs de fonds type GIZ, etc. Parce que eux aussi étaient en mode, ben oui, c'est bien si les gens qui ont étudié, qui ont eu l'accès à des études supérieures, alors que là on est dans un pays à ce moment-là qui a 15 ans, 20 ans après le génocide, du coup bah, l'éducation forcément en a pris un coup. Ça permet de pouvoir faire revenir des gens qui connaissent le pays, qui connaissent la langue et qui vont pouvoir du coup apporter directement un niveau un peu plus élevé de compétences ou de choses comme ça. Donc ça c'était la première chose. Et l'autre chose c'est qu'en fait vraiment les Rwandais on adore s'auto-convaincre de revenir. D'accord. Donc ça que les amis, voilà, les amis, dès que tu vas en parler à un ami qui est revenu, ils vont pas te mentir sur ce qui est compliqué, mais ils vont tous te dire la même chose, genre on regrette pas d'être revenu et il y a cette espèce de fièvre et de joie, d'excitation quand tu reviens, de te dire ok, c'est pas que du blabla, tu vois, genre on m'a dit que c'était vraiment organisé, on m'a dit que la corruption était réduite à son vraiment strict minimum, et t'es là genre tout ça est vrai, et donc ça te motive vraiment beaucoup. Ça te donne vraiment un truc où tu dis je suis pas en train de participer à quelque chose qui va être un exemple peut-être pour d'autres pays, pour tout le continent, parce que t'es là genre si c'est possible ici, pourquoi ça ne serait pas ailleurs quoi. Mais ce que tu dis c'est super intéressant, hein. Il y a plein de points que tu as abordés, un point sur lequel j'aimerais bien rebondir, c'est celui de la langue, et justement que les gens qui reviennent connaissent la langue,
moi en étant ici au Rwanda, c'est vrai que les gens ici, parfois, l'anglais et le français, non, c'est moyen. Mais le Kinyarwanda, c'est presque tout le monde. Toujours, et toi qui n'avais pas grandi au Rwanda, alors, comment ça s'est passé au niveau de la langue? Ça, c'était vraiment compliqué. J'en ai même un peu voulu à ma mère, mais comme elle me le disait, elle n'aurait jamais imaginé. Bon, en fait, je reviendrai au Rwanda. En plus, elle a grandi au Zaïre à l'époque. Elle, limite, sa première langue, c'est plus le swahili que le Kinyarwanda qu'elle a appris après, quand elle était au Burundi avec toute la diaspora rwandaise. Par contre, je l'ai compris assez vite en fait. C'est-à-dire que c'est très bizarre, mais c'est comme si, à force d'avoir entendu les tantines, les oncles, c'est comme si tu as une langue passive. Et donc du coup ça a beaucoup aidé. Mon mari lui parlait un peu Kirundi parce qu'il avait eu de la famille qui s'était installée avec lui en Belgique et qui lui avait appris. Et le Kirundi et le Kinyarwanda étant assez proches, il se débrouillait un peu mieux que moi. Donc à nous deux on arrivait à se débrouiller. Et alors ce que j'ai fait en priorité, c'est mes filles, enfin à l'époque j'en avais qu'une, puis après j'ai eu une deuxième, c'était de dire à la nounou tu lui parles aucune autre langue que le Kinyarwanda. Et tes filles pour l'instant, alors là, mais incroyable quoi. Alors l'aîné, c'est genre même on va au marché ou quoi, je l'utilise comme traductrice parfois en mode dis au gars que je vais prendre ça, comment est-ce qu'on négocie. Et alors elle rigole toujours en me disant mais tu me dis que c'est facile d'apprendre les langues et toi tu comprends mais tu parles toujours pas. Et je suis là oui c'est facile quand on est petit, c'est un peu plus compliqué quand on est grand. Et donc elle parle vraiment toutes les deux couramment. La plus petite elle aime bien mélanger le français, l'anglais, le Kinyarwanda, mais cela dit elle se débrouille, mais la grande c'est vraiment dingue. Et c'est tout, tu vois, c'est les intonations, c'est comme si parce que chaque langue en français elle parle très vite, en anglais elle parle vite aussi, par contre en Kinyarwanda elle va avoir un ton plus posé, la structure grammaticale et même dynamique des mots, c'est très fascinant à regarder. Et donc la nounou au début nous avait un peu regardé, genre vous êtes sûr parce que je parle un peu français, un peu anglais, je sais oui, mais tu parles surtout très bien Kinyarwanda, donc please on va aller sur ça. Et ça c'est très gai, mais parce que pour moi c'était vraiment important, parce que c'est un de mes manques, c'est de ne pas l'avoir mieux appris. Je la comprends mais je la pratique pas assez pour la parler, je sais me débrouiller vite fait mais je comprends surtout, c'est passif quoi. Donc là effectivement tu as parlé de comment tu es arrivé au Rwanda, comment tu as été justement aussi accompagné, comment tes compatriotes aussi t'ont poussé à faire ce retour. Mais donc quand tu arrives comme ça et tu te dis ok je rentre, pour toi c'est clair, tu vas lancer un restaurant, ça va être l'un des meilleurs de la capitale. Ça, c'était pas, cette partie-là n'était pas du tout là-dedans. Ce qui était sûr, c'est qu'on allait faire un restaurant, oui. On avait passé 3 semaines ici et on avait été un peu choqués par le contraste entre la qualité des produits, donc le choix des produits et le fait que les menus partout se ressemblaient, qu'il y avait très peu de créativité et de diversité. Bon, c'est-à-dire que pour le coup, le Rwanda, on a beaucoup de qualité, mais la nourriture, c'est vraiment pas culturellement notre truc. C'est très compliqué. Je vais plus rebondir là-dessus. Et donc, on était là, genre, il y a vraiment beaucoup de produits. Il y avait à l'époque déjà quelques chouettes restaurants comme Sol et Luna, quelques coréens asiatiques. Et on était là, mais tiens, le bistrot, pour le coup, c'est une cuisine assez classique que tout le monde connaît, dans laquelle tout le monde peut trouver quelque chose qu'il aime. Parce qu'on nous mettait un peu en garde, en mode on n'aime pas trop la nouveauté, on n'aime pas trop les trucs trop différents. Les gens sont habitués à, justement, le fait que ce soit pas créatif, aussi parce que les gens ne demandent pas de la créativité. Et nous on s'est dit on va quand même essayer, parce que le concept du bistrot c'est fédérateur. Il y a de l'excellente viande de bœuf, enfin toutes les viandes sont bonnes mais la viande de bœuf elle est particulièrement bonne. Il y a des excellents légumes, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Et donc c'était sûr après les 3 semaines de vacances que si on revenait c'était pour faire ça. C'était vraiment pour faire un restaurant, c'était et dans notre vision il y avait vraiment aussi le fait que c'est des jobs que tu crées avec des gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Et je crois que ça nous plaisait aussi parce que l'accès aux études reste cher. Même ici tu peux avoir des bourses, des trucs pareils, mais tout le monde peut pas se permettre de faire une université ou une école, même après l'école secondaire. Et là tu sais que dans la restauration tu peux prendre des gens qui sont jeunes et s'ils sont dynamiques et motivés parce que c'est chaud, ils peuvent vraiment avoir une chouette carrière et qui leur ouvre des perspectives après vers autre chose, des grandes chaînes d'hôtels, partir à l'étranger, c'est vraiment quelque chose d'hyper concret en termes de création d'emplois et qualitatif. Et donc voilà, du coup quand on est rentré en Belgique on était en mode ok on va faire ça, donc on a appelé des amis restaurateurs, on a commencé à parler de notre idée et c'est comme ça qu'on a rencontré notre mentor qui à la base n'est pas spécialement lui dans la restauration mais connaît le Rwanda. Et tu peux donner un nom ou bien il reste secret? Non, il s'appelle Jean Pitz, c'est un directeur d'une haute école de commerce en Belgique et puis il a été patron de grosses boîtes et pour cela il a décidé de continuer à aider les gens à mettre leur business en place. On nous avait juste dit attention parce qu'après le premier rendez-vous c'est oui ou non et quand c'est non il y va pas de main morte, donc on est allé comme ça. Et en fait
on n'avait pas de business plan à ce moment-là, mais on avait fait une bonne analyse du marché. Et comme il le connaissait, il était d'accord avec nous. Donc c'était de dire, voilà, c'est une ville qui est en plein boom. Il y a une classe moyenne, il y a des expatriés, il y a des touristes, mais il n'y a pas de restaurants qui correspondent à quelque chose qui pourrait correspondre à toutes ces personnes. Il y a des restaurants africains, asiatiques, italiens, mais bizarrement le bistrot, il n'y a pas. On avait bien situé les quartiers où on pouvait se mettre. Et je pense que voilà, il était là, genre, ouais, en fait, vous avez vraiment bien cerné la problématique. Et puis, il nous demandait, mais comment vous allez vous différencier des autres, du coup, qu'est-ce que vous reprochez aux autres restaurants qui sont sur place? Et on était là, bah, le service est souvent très très lent. Il l'est encore, mais je peux t'assurer que c'était encore pire à l'époque. Moi, je ne comprenais pas le concept d'attente des heures, genre, c'est bizarre. Donc, on était là, il y a probablement un problème de mise en place derrière, de comprendre en fait que tu peux préparer un certain nombre de choses en amont pour que quand le service commence, ce soit plus fluide. Justement, la répétition des menus, genre si ce restaurant fait ça, le restaurant d'à côté fait la même chose, ça n'a pas de sens. Il faut plutôt essayer de faire des trucs différents pour que les gens aient envie d'aller dans différents endroits chaque semaine. Et puis, oui, enfin franchement, on était là, genre, il y a vraiment de la place pour quelque chose comme ça, et lui était en mode c'est une très bonne idée, donc je vais vous aider à faire un business plan, parce que quel que soit le business que vous fassiez, avoir une vision sur 3 ou 5 ans, être sûr de penser à plein de choses, que c'est pas juste acheter des assiettes, une gazinière, un frigo, les fruits et légumes et faire la cuisine. C'est quels vont être tes coûts fixes, ton loyer, ton électricité, les taxes que tu dois payer, ton coût de marketing. Au début à Kigali, on n'avait pas besoin de grand chose à part Instagram, mais après c'est quand même quelque chose dans lequel tu vas être là 2 fois par an, je dois faire une vidéo, je dois appeler un vrai photographe. C'est le fait que tes assiettes et tes couverts, tu dois les changer régulièrement, ton matériel aussi de cuisine, il a une certaine usure, et qu'en fait dans ton prix, tout ça doit être reflété. Et donc le fait d'avoir fait ça avec lui, c'était vraiment fascinant, parce que clairement, on a tendance à se dire, peut-être encore plus quand on rentre en Afrique, c'est bon, j'ai une idée, je vais la mettre en place, ça va aller. Le business plan te donne vraiment la colonne vertébrale de ton projet et te permet dans les moments où ce sera difficile de revenir et de te dire, ah oui, c'est vrai qu'en fait, peut-être j'avais minimisé cet aspect-là, mais tu as du coup une vision plus pragmatique de ton business, plutôt que juste j'y mets tout mon cœur et ça va bien se passer. L'ambition n'était pas de devenir genre le meilleur restaurant de la ville. À ce moment-là, vraiment, c'était déjà de l'ouvrir. Ça, c'était le premier truc. Là, on est en quelle année? Parce que vous êtes parti en 2014 en vacances. On est revenu en décembre 2014, soit 9 mois après notre retour, et on a ouvert en mars 2015. Wow. Entre-temps, non, entre-temps, on était revenu en septembre pour louer la maison dans laquelle on allait faire le restaurant, qui est aussi celle dans laquelle on allait vivre, parce qu'on n'avait pas les moyens avec les fonds qu'on avait de pouvoir se louer autre chose. Et du coup, il fallait absolument qu'on ouvre, parce qu'en gros, ça faisait depuis depuis fin novembre qu'on payait le loyer. Donc on s'était dit 19 mars, on doit ouvrir. Je sais pas pourquoi 19 mars, mais on s'était dit on sera prêt. Et donc on est arrivé en décembre, on a fait des travaux, on a commencé à essayer de recruter du personnel. À ce moment-là, on aurait dû se dire que peut-être aussi s'il n'y avait pas beaucoup de restaurants, parce que c'était vraiment dur de trouver du personnel qualifié à l'époque. Et donc on a dû à un moment donné abandonner l'idée de prendre des personnels qualifiés et de plutôt trouver des jeunes dynamiques et de se dire, écoutez, nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, mais on sait à quoi ça doit ressembler dans l'assiette et quel goût ça doit avoir. On va y aller ensemble, bonne chance à tout le monde. Et donc voilà, et 3 mois après on a ouvert. C'était le jour le plus terrifiant de ma vie, parce qu'on n'était clairement pas prêts. Ah bon? Non, bah en fait, malgré le business plan, malgré les conseils, oui, parce qu'en fait le business plan, donc c'est la théorie, je te dis, c'est la colonne vertébrale. Après il faut du muscle autour, et le muscle il se fait en faisant de l'effort. Et donc à ce moment-là, on est dans la théorie. La carte est d'un minimalisme, je ne sais même pas si on peut appeler ça minimaliste, c'est encore en dessous de minimalisme. Il y a 3 entrées, il y a 4 plats, il y a 3 desserts, mais c'est des choses qu'on est sûr qu'on est capable de faire. Et à ce moment-là, on est les premiers à proposer une cuisson de viande, par exemple. Sinon, si c'est toujours bien cuit, on est les premiers à dire, tiens, votre steak, vous le voulez comment, à proposer des sauces différentes. Et donc les gens qui sont venus, je pense, c'était un peu en mode, bon, on va voir, ils sont mignons, ils ont l'air motivés. Les quelques amis qu'on avait ici avaient fait beaucoup de bruit, parce qu'eux avaient goûté avec nous, on avait fait des petits tests avant, et eux étaient là, ah, ça fait plaisir de retrouver tous ces plats qu'on adore, le steak béarnaise, un risotto, etc. Et en fait, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les gens allaient venir en force dès le début, parce que vraiment, de nouveau, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'offres, et donc quand il y avait un truc nouveau, tout le monde y allait. Mais c'est qui tout double, tout le monde y va, et si tu te plantes, c'est mort. Et il se trouve que voilà, on s'est pas trop planté. Quelques gens étaient un peu dubitatifs sur la carte, et donc nous ont fait genre, ouais, on verra, on reviendra plus tard. Aujourd'hui, ce sont nos clients, mais je n'oublie pas que la première fois, ils sont venus et qu'ils ont fait, c'est pas une carte de restaurant. J'étais là, non, en effet, c'est une carte de début de restaurant. Donc t'as fait pas de blanche, t'as pas voulu. Non, j'ai pas fait de bluffer, genre c'est un concept. J'étais là, non, clairement, mais ça c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'idée va être d'agrandir tout ça. Et donc oui, le jour où on ouvre, on est en panique, parce que oui, ces plats-là, on les maîtrise, mais on n'a jamais servi 20 personnes en même temps. Et ils sont tous arrivés plus ou moins en même temps, et c'était une dinguerie. Mon mari était donc à l'époque tout le temps en cuisine, on avait 2 gars avec lui.
et un gars à la plonge. Et moi, j'étais en salle à prendre des commandes, mais aussi aller l'aider en cuisine avec 2 serveurs. Un Fred qui est mon neveu, qui lui vraiment s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été pareil, parce que heureusement très dynamique, très chouette, et il a vite compris ce qu'il fallait faire. Le deuxième était un peu plus dubitatif de la façon dont on voulait que le service soit proactif. Et donc voilà, et donc vraiment le soir de l'ouverture, je crois que si John m'avait dit on part, j'aurais dit d'accord. Il m'aurait dit. Vraiment, le moment où il était 18h quand il a dû ouvrir les portes, j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qui nous a pris, et à quel moment j'ai cru qu'en 3 mois on serait prêt. Après, la vérité c'est qu'on n'est jamais prêt. Et du coup, pour l'avoir refait quelques années après à Kinshasa, où là par contre on a plus d'expérience, etc. Le premier soir, tu as quand même toujours ce sentiment que tu n'es pas totalement prêt, que tu aurais bien voulu, que tu aurais bien voulu plus de temps, que tu aurais bien voulu ci ou ça. Et ça, c'est aussi parfois un truc qui va nous empêcher d'ouvrir. C'est que si on attend d'avoir exactement, que la vision qu'on a en tête soit à 100% prête, on risque de ne pas le faire. Donc à un moment donné, bon, la première fois on était prêt à 50%, la deuxième fois on était prêt à 85%, donc voilà, ça progresse. Justement, un point sur lequel j'aimerais bien encore rebondir, c'est effectivement la qualité du personnel. Moi j'ai mangé plusieurs fois à Port-Renoir. J'étais venu déjà à l'époque, et là je suis encore revenu avec des amis, des connaissances. Ce qui m'impressionne, c'est vrai, c'est la qualité du personnel. Les gens qui vont sourire, qui vont être proactifs, qui vont essayer de voir ce dont tu as besoin. Donc quand on forme des gens comme ça, effectivement, impact, parce qu'on transmet des connaissances, des compétences. Mais après, l'une des problématiques aussi, c'est comment on fait quand ces personnes-là sont formées pour les garder. Parce que après, elles ont l'opportunité aussi de… Tout à fait. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. D'abord, dans le service, on sait que dans le service, on a pas mal d'étudiants et que donc eux, souvent, c'est un job d'appoint. Donc ça, tu sais que le service, ça peut être fluctuant. Ce qui est important, c'est que ton manager, lui, tu le fidélises. Et franchement, il y a un truc qui est très basique, mais que parfois les gens oublient, le salaire. Tu ne peux pas fidéliser quelqu'un juste sur le concept de genre, l'endroit où tu travailles est chouette et on est sympa et les clients sont sympas. Tu dois aussi lui montrer que plus l'entreprise fonctionne, mieux c'est. Donc nous, on est venu avec des concepts où mon comptable encore aujourd'hui ne s'en remet pas, style 13e mois. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il y a un salaire en plus pour tout le monde, pour dire voilà, l'entreprise a fonctionné, il est fluctuant, il n'est pas fixe, ça dépend de l'année. En Covid, il était ridicule, les autres années, il est meilleur. Donc ça, il y a ça. Il y a des choses qu'on va payer à côté du salaire, l'école pour les enfants. D'accord. Donc on contribue pas forcément à toute la charge de la scolarité, mais quand leurs enfants sont en âge de rentrer à l'école, la société paye une partie des frais scolaires. Il y a le fait qu'ils nous voient bosser avec eux. Et ça, il n'y a rien à faire. Même quand on était parti à Kin ou quoi, ils nous appellent, il y a un problème, on est toujours prêt, on est toujours là. Et on les traite vraiment, c'est des membres de notre équipe, tu vois, donc c'est tes employés, donc bien sûr il y a une hiérarchie dans une entreprise et ils sont censés obéir si je demande quelque chose, etc. Mais on passe aussi beaucoup de temps à leur expliquer qu'en fait, eux sont les premiers en ligne et que donc c'est aussi à eux d'anticiper, parfois de nous dire tiens ça marche pas. Et ça a été super dur ça, parce que vraiment ici dans les relations de travail, il n'y a pas tellement ce genre de relations où on dit aux gens tiens est-ce que tu as remarqué s'il y a moins de ventes sur ça. Donc vraiment de les ouvrir à plein d'autres choses. Et du coup je pense qu'ils s'ennuient pas, ils sont bien traités. Ils voient que quand quelqu'un quitte pour quelque chose de mieux, on va toujours supporter. Enfin ça aussi on leur dit, nous le but honnêtement c'est que s'ils partent pour mieux, on est super content. On a quelques-uns qui sont partis pour les gros hôtels là du côté de Moussanze. Franchement, on peut pas compter avec ces gens-là qui ont des moyens énormes et qui louent des chambres à 1000 ou 1500 $ la nuit. Et donc, on est les premiers à être super fiers d'eux, à leur dire c'est génial, on est content pour toi. Et puis, on va trouver quelqu'un d'autre qu'on va reformer en le mettant à côté de nous, en faisant bienvenue dans l'équipe. Et donc, je pense que ça aussi, ça participe. Ils savent qu'ils sont là, qu'on n'essaie pas de les retenir pour les retenir, qu'on les valorise, mais qu'aussi, s'ils ont une meilleure poursuite, on sera les premiers à leur dire de la prendre. Ok, donc qu'est-ce qui fait selon toi maintenant la singularité de Port-Renoir? C'est vrai qu'il y a la qualité de la nourriture, c'est avant tout un restaurant, il y a ce service de qualité, mais selon toi, est-ce que ce sont ces deux facteurs qui en font quelque chose de si singulier, ou il y a quelque chose en plus? Est-ce que tu penses que ta personnalité, celle de ton mari, les équipes avec lesquelles tu t'es entouré, qu'est-ce qui fait la singularité de Port-Renoir et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est arrivé à ce niveau-là? Alors je pense qu'il y a la consistance. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. En anglais on dit consistency, mais je ne sais pas si en français on dit ça. Que la régularité. C'est ça. Donc le fait qu'en fait tu viens chez nous, donc en gros notre carte, il y a une partie des aliments qui ne vont pas bouger, des plats qui ne vont pas bouger, ce sont des classiques. Dedans il y a le steak, il y a le risotto, il y a le burger, qui sont vraiment les classiques bistrot. Tout le reste de la carte peut changer et change régulièrement.
Mais par contre, tu vas venir manger le risotto et puis tu reviens dans 3 mois ou dans 1 an le manger, il a le même goût. Et ça, c'était une obsession pour mon mari parce que c'est souvent ça qui, nous, en tout cas, on adore manger. Quand on voyage n'importe où, c'est vraiment notre premier truc, c'est les restaurants. Et il n'y a rien de plus gai que quand il y a une adresse dans une ville où à chaque fois que tu y retournes, tu as le même plaisir. C'est un peu comme quand on retourne manger chez notre maman. Ou tu vois, quand ta maman prépare un truc, c'est le même plat depuis que tu es petit. Le goût, il est indéfinissable. Et donc ça, c'était quelque chose pour nous qui était super important et ça a mis beaucoup de temps à y arriver. Et c'est donc de aussi rendre tes plats très précis, c'est-à-dire que c'est pas juste être là genre ok un peu d'huile, un peu de beurre, tout est mesuré, tout est pesé. S'il n'y a pas le bon ingrédient, on change pas pour un autre ingrédient. Il vaut mieux dire qu'on n'a pas le plat et attendre qu'il y ait le bon fromage qui va avec plutôt que de mettre un autre parce qu'on se dit bon c'est pas grave, on va faire avec. Donc ça c'est un des critères où en tout cas ça revient beaucoup chez nos clients. Quel plaisir de revenir et de toujours trouver la même qualité, le même goût et de ne pas être déçu. Il y a le fait qu'on change ce menu régulièrement, donc les classiques. Mais qu'au moins si l'expérience n'a pas été satisfaisante, il y a eu un couac de cuisson ou quoi, c'est de notre faute. Donc on ne peut pas juste laisser le gars et, voilà, et dire ah oui vous vouliez saignant, on vous l'a fait bien cuit, tant pis. Non, du coup soit on lui offre, soit on refait vite le plat, soit on offre un dessert, soit on offre un verre, mais tu trouves un moyen que la personne se dise j'ai été prise en considération. Parce que ça aussi c'est important, parce qu'un client content est un client qui revient. C'est un client qui va ramener ses amis, c'est un client qui va... On a beaucoup de gens, d'hommes d'affaires ou quoi, et parfois quand ils quittent le Rwanda, ils vont acheter une gift card du restaurant pour leur remplaçant par exemple. Et donc ça permet qu'en fait ils partent et dans cette entreprise le nouveau DG en fait est invité à Poivre Noir par son ancien DG et du coup il vient et puis s'il aime bien il va de nouveau être régulier et du coup on a parfois l'occasion de travailler avec la société etc. Donc c'est ton meilleur marketing c'est ton client. Donc ça c'est, je pense qu'on y met beaucoup d'attention avec ces détails là. Donc l'attention au client, donc vous êtes vraiment, comme on dit en anglais, customer centric. Vraiment. Et là, tu as dit encore une nouvelle fois beaucoup de choses super intéressantes. Donc est-ce que c'est tous ces ingrédients, sans mauvais jeu de mots, qui vous ont fait dire ok, ça marche à Kigali, on va se mettre dans le pays voisin, à Kinshasa. D'ailleurs, pourquoi le choix du Congo-Kinshasa plutôt que par exemple au Burundi, à Bujumbura ou bien dans d'autres endroits, peut-être pourquoi pas Yaoundé ou voilà. Ça va venir. S'il y a des Camerounais, vous pouvez me contacter. En fait, l'idée du deuxième, donc à la base, quand on a créé Poivre Noir, les 2-3 premières années, tu m'aurais dit tu en fais un deuxième, j'aurais dit jamais de la vie parce que mon Dieu, c'était tellement fatigant. En fait, c'est vraiment un métier qui est crevant. On se rend pas compte, mais c'est surtout au début quand on faisait tout, que l'équipe était encore petite, on n'avait pas autant d'employés.
tu te lèves le matin à 6 h, tu dois vérifier que les fournisseurs livrent les bons trucs, faire toute la mise en place pour le lunch, tu as une petite pause entre les deux, le service du soir. Des fois ça termine à 23 h, des fois ça termine à 1 h du matin, mais le lendemain tu es reparti, tu es physiquement debout tout le temps. C'est des semaines à combien d'heures? Plus de 70 heures? Oh, largement. Enfin, moi je crois pas que ce soit même nécessaire de compter parce que sinon tu te dirais ça vaut pas la peine, il vaut mieux pas savoir. Ta vie c'est le travail? Vraiment. Et heureusement on habitait, heureusement et malheureusement on habitait dans le restaurant. Du coup on peut voir notre fille, mais grosso modo la nounou passait beaucoup de temps avec elle et ouais, c'était vraiment intense. Donc à ce moment-là tu m'aurais dit faisons un deuxième, j'aurais dit je ne pense pas. Et puis mais le truc aussi c'est qu'on apprenait nous-mêmes, on n'était pas dans la restauration avant. Moi j'ai fait sciences politiques, je travaillais au Sénat en Belgique et puis dans le domaine des assurances. Mon mari il est ingénieur du son à la base, il bossait dans le doublage, donc vraiment rien à voir. Et du coup nous-mêmes, ce qui a été compliqué la première année, c'est qu'on savait faire mais qu'on ne savait pas forcément transmettre. Et donc du coup c'est ça qui nous a beaucoup épuisés jusqu'au jour où on s'est dit maintenant il faut qu'on apprenne à déléguer. Mais c'était déléguer avec nos critères d'exigence et c'est là où c'était très compliqué parce que parfois il y a la plupart des employés qu'on a, ils sont arrivés là. Ouais, on a ouvert en 2015, ils sont arrivés en 2016. En tout cas en cuisine, on a les mêmes gars depuis 2016. Mais la première année, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on leur mettait autant la pression sur genre, bah non, en fait, les croquettes au fromage, il y a une découpe particulière quand tu l'as faite dans le plat et on a des balances pour mesurer. Tu ne peux pas juste faire comme tu veux pour aller plus vite ou parce qu'ailleurs on s'en fout. Nous, on se fout d'aucun détail. Et donc du coup, ça a été très dur d'apprendre le métier aux autres. Et donc à ce moment-là, on s'était dit, non, on ne peut pas en faire un deuxième. Et puis après 2 ou 3 ans, quand ton équipe grandit, que ça commence à rouler, là tu commences à te faire, quand même en fait, ouais. Et puis c'était ce qu'on nous avait dit, c'est ce que notre mentor nous avait dit. Une entreprise, c'est après la 3e année que tu commences à vraiment prendre du plaisir. Tant mieux si ça arrive avant, mais la plupart du temps, les premières années, elles sont très très dures. Et tu dois être dedans, parce que vouloir trop vite aussi déléguer, on se serait peut-être planté. Si à un moment donné on s'était dit après quelques mois, genre c'est bon, on laisse l'équipe gérer, non, ça a mis vraiment du temps. Et puis Covid arrive, et là avec Covid, on se rend quand même compte qu'avoir un seul business, c'est très très compliqué. Parce que du coup, les règles n'étaient pas les mêmes dans les pays voisins ou dans le monde de façon générale. Et donc on était là genre ouais tiens, si on en avait un autre ailleurs, ça nous aurait permis de ne pas devoir puiser dans toutes les réserves de poivre noir ou même un peu nos économies pour maintenir à flot ce seul business. Et là commence à naître l'idée de se dire tiens mais en fait le concept qu'on a, il peut faire dans plusieurs capitales. Donc pendant Covid, on commence à rédiger notre pitch, on commence à en parler autour de nous, genre tiens, est-ce que ça ferait sens à des amis qui sont dans d'autres domaines, peu importe les domaines, mais qui ont parfois ouvert plusieurs entreprises. Et oui, tout le monde est en mode genre clairement, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir un poivre noir à Nairobi, à Kampala ou quoi? Le seul truc c'est que ça va vous demander justement de pouvoir laisser poivre noir ici et être sûr qu'il fonctionne déjà très bien tout seul. De manière autonome. Voilà, donc du coup, quelque part le Covid a permis ça, comme c'était plus lent, de passer plus de temps avec l'équipe, de travailler sur la systématisation aussi, quel système de compta on utilise pour gérer les stocks et qu'on puisse les voir à distance, donc de vraiment passer sur la partie behind the scene. Et aussi nous de se mettre moins en avant parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui étaient habitués à nous voir tout le temps au restaurant et les gens ils aiment bien quand ils nous voient, ils ont toujours l'impression que du coup c'est vraiment nous qui avons tout fait. Et je suis là même quand on est là, c'est l'équipe qui fait parce qu'en fait notre équipe est bien formée mais il y avait cette habitude de nous voir et il fallait que les gens aussi se déshabituent de ça si on veut pouvoir bouger. Et du coup, quand on a lancé le pitch, on n'avait pas d'idée de destination en fait. L'idée c'était vraiment, par contre, cette fois-ci on ne le fait pas tout seul. Donc la première fois c'était toutes nos économies, tout notre argent, tout notre temps. Là c'était en mode non, cette fois on a des compétences que nous on peut apporter. Et il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui est de l'endroit où on veut faire ce restaurant et qui a voilà, les connaissances du réseau, etc. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé pareil, le bouche à oreille, on parlait autour de nous à quelques amis, genre voilà notre projet, on vous le forward. Si vous pensez à quelqu'un ou si vous connaissez quelqu'un dans une capitale autour de nous qui pourrait être intéressé, forwardez. Et en fait un soir une amie nous a dit je viens dîner au restaurant, j'ai quelqu'un que je dois absolument vous présenter, je pense que ça pourrait bien matcher, il est basé à Kinshasa, il est belge, il est né, il a grandi au Congo, marié avec une Congolaise, 4 enfants là-bas. Je pense qu'en tout cas il pourra vous aider si vous voulez faire un truc à Kinshasa. On était déjà allé à Kinshasa, on était allé à Nairobi, on était allé à Kinshasa, on était allé à Johannesburg, mais l'Afrique du Sud, ils ont la concurrence est immense. Ils veulent personne dans la restauration, tu peux pas immigrer sur cette base-là en fait, tout simplement. À partir du moment où tu dis c'est restauration, hospitalité, il n'y a plus de visa. Donc parce que mais ils ont raison. C'est tout récent ça depuis ça je crois que ça avait après Covid ou un truc comme ça. Et donc c'est vraiment pas un domaine. Tu peux venir en digital nomade, tu peux venir dans pas mal de trucs, mais la restauration, et c'est vrai qu'ils ont vraiment une offre qui est tellement excellente que ce serait très compliqué
compliqué même de se mettre là-bas, je pense. En tout cas, dans une des deux grandes villes, ce serait compliqué. Et donc, du coup, on était allé à Kinshasa quelques fois. Et à l'époque, Rwandair avait encore des vols directs, donc vraiment, ça tombait bien. Et bon, moi, je dis, ma mère, elle a grandi au Zaïre, donc j'ai toujours eu plein de potes congolais. C'est quelque chose que je connais. Et donc, oui, on a débarqué à Kin, on a bien aimé. Et ce soir-là, cet ami vient avec ce Denis. Et on lui explique notre projet vite fait autour de la table. Et le lendemain, il nous envoie un WhatsApp en disant, je serais intéressé de voir votre business plan, du coup, adapté à Kinshasa. On lui fait, OK, attends, on l'envoie. On lui envoie. Il nous répond très vite avec des chiffres. C'est quelqu'un qui a fait de l'économie. Ouais. Et il nous dit, je pense que moi, ça pourrait m'intéresser. Peut-être pas la totalité de l'investissement, mais une partie et tout. Et là, on se dit, écoute, du coup, ça va être Kin, quoi, tu vois. C'était vraiment dans ce sens-là. Et ça s'est fait de nouveau très vite, puisque on l'a vu en février 2022. On a ouvert en septembre 2022. Donc une fois qu'il était d'accord, il avait les fonds qui étaient là. Nous, on a commencé à faire les allers-retours. On a trouvé un autre partenaire pour compléter. Et à partir de mai, on faisait soit John, soit moi les allers-retours à Kin pour trouver l'endroit, le bureau comptable, le matériel. C'était plus simple qu'à Kigali. Parce qu'en fait, à Kinshasa, tu peux tout avoir. Donc ça, c'est un des trucs qui est difficile au Rwanda, c'est qu'on est un pays landlocké et qu'on n'est pas un pays producteur avec des grosses usines de matériel, etc. Donc tout ton matériel de cuisine, tu dois souvent le faire venir du Kenya, de la Tanzanie ou de Dubaï ou de la Chine, peu importe. Et ça, du coup, c'est aussi un coût qui est plus important. Ça prend du temps. Du coup, parfois, tu vas galérer avec du matériel qui est semi-professionnel ou professionnel. Donc ça a un coût sur ton investissement aussi. Et là, pour le coup, Kin, c'était incroyable parce que grosso modo, il y a toujours quelqu'un qui peut te dépanner et qui va te trouver le truc que tu as besoin comme ça. C'est marrant ce que tu dis parce que justement, on va avoir l'impression que par exemple le Rwanda est un pays, on va dire, plus fonctionnel que le Congo, qu'on appelait avant le Zaïre. On va dire que voilà, en termes de business, tout est bien structuré, effectivement il n'y a pas de corruption, etc. On dit que tout ça on peut l'opposer au Congo, mais toi ce que tu dis, effectivement d'un point de vue business, tout est allé beaucoup plus vite au Congo et tout à fait. Tout a mieux marché. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi dû à l'expérience, au fait que vous ayez la bouteille? Bien sûr, ça a joué, mais c'est vrai que vraiment, c'est une plus grosse ville, c'est quoi, 15 millions d'habitants, c'est une dinguerie. D'ailleurs, quand tu arrives, tu es juste là, genre, mais qu'est-ce que c'est? Attends, il y a 13 millions de personnes au Rwanda, c'est ça, non? C'est ça. Et donc, tu arrives à l'aéroport, tu traverses la ville, et tu es là, genre, waouh, tout ce monde. Et aussi, en fait, il y a beaucoup plus de restaurants, d'hôtels, et la nourriture est plus importante aussi, je pense, dans la culture. Les gens aiment consommer. Voilà, et du coup, il y a des choses plus simples, trouver des cuisiniers. Ici, on a dû les former, nous, et trouver des gens qui n'avaient pas de base et tout leur apprendre. Là-bas, tu trouves très facilement quelqu'un qui a déjà les bases dans le type de cuisine que tu veux, et qui sait déjà gérer les cuissons de steak, qui sait faire des desserts, etc. Donc, c'est ça aussi qui est plus rapide. Mais donc, tu dis qu'au Congo, quand même, il y a une bonne ressource humaine, en tout cas dans le domaine culinaire, c'était plus facile. Et certes, après, il peut y avoir le talent. Il y a des paradoxes. Il y a des ambivalences. C'est clairement, en fait, moi, je te dis, ce pays me fascine et en même temps m'a rendu triste parce que il y a des compétences et il y a des gens absolument extraordinaires. Le problème, c'est le long terme. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire comment tu recrutes la personne, tu as une perle. Et quand je te dis une perle, c'est incroyable. Puis quelques semaines après, même quelques mois après, là, tu rentres dans la vie privée de la personne. Un tel est mort, il a été empoisonné. Des histoires où tu es juste là. En fait, c'est le travail. Tu es là ou tu n'es pas là. Mais tout le reste, des disputes entre le personnel, des trucs où en fait, cette partie-là est compliquée. Donc, les facilités, c'est que oui, tu vas trouver un investisseur facilement, il y a des fonds, la clientèle a vraiment de l'argent, elle ne peut savoir qu'en faire et aime montrer qu'elle en a. C'est un peu comme Abidjan, c'est un peu comme Abidjan, ils aiment beaucoup. Et quand ils sortent, c'est pour dire on est dehors, donc c'est pas pour boire un verre de vin, c'est avoir une bouteille de champagne, une bouteille de cognac. Même au restaurant, demander une bouteille de cognac, j'avais jamais vu ça. Un verre de cognac, oui, une bouteille, moi je suis là, genre c'est particulier. Et donc clairement, du coup, ça c'est des avantages, mais alors après, la corruption par exemple, c'est un truc de fou parce que du coup, quel que soit le service que tu demandes dans le privé ou dans le public, tu dois prévoir d'avoir des enveloppes tout le temps. Et au début, tu as l'impression que ça va, et après, tu es là, c'est beaucoup d'argent. En fait, c'est une part du business qui est non négligeable. Voilà. Et ça, c'est très particulier parce que du coup, tu es là, genre, ah oui, on fait du chiffre, mais on a aussi beaucoup de répartition extérieure parce que juste, on t'a, entre guillemets, on te dit qu'on t'a rendu un service, c'est le boulot du gars, normalement. Mais bon, c'était censé, voilà. Mais par contre, ça veut aussi dire que quel que soit le problème que tu as, tu vas pouvoir le régler. Donc quand moi, je paniquais, souvent, l'équipe ou l'investisseur nous regardait en mode de toute façon à un moment donné on va trouver quel est le montant dont il a besoin et ça va être réglé et moi je disais là genre mais ça m'exaspère en fait parce que c'est notre argent quoi, tu vois, genre c'est bizarre de devoir pour que la personne fasse son travail
devoir la motiver. Ils appellent ça une motivation d'ailleurs. Pour le coca, pour le café. Non, l'électricien, le premier devis d'électricité que j'ai eu, c'était une dinguerie. Donc on avait loué une maison et tout. On avait fait toute l'électricité avec l'architecte avec qui on avait bossé, qui était incroyable, qui était aussi une diaspora, qui était rentrée au Congo, architecte en Belgique, puis qui est rentrée, qui a fait plein de travaux. Elle nous a aidé vraiment à mettre notre vision en place, c'était très chouette. Sauf qu'à un moment donné, après l'ouverture, il y a un petit problème avec l'électricité. Il y a beaucoup de problèmes de courant à Kinshasa. En fait, il y a pas mal de coupures de courant. Donc on est beaucoup sur générateur. En fait, tu ne peux pas ouvrir un restaurant sans générateur et tu es beaucoup dessus. Et même quand il y a du courant, parfois il est trop fort, donc tu as des prises qui vont flamber. C'est vraiment très mal régulé. Alors qu'il y a du courant, parce qu'avec le fleuve, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des trucs. Mais c'est juste que de nouveau, il y a vraiment un côté genre on est habitué à ce que ce soit chaotique, c'est pas grave. Et tout le monde me dit tu vas t'habituer au chaos. Je sais là, je sais pas. Hein. J'aime bien le désordre, mais le chaos c'est autre chose. Ouais, c'est un autre niveau. Voilà. Et donc c'est le premier devis que j'ai eu de cet électricien, c'était vraiment improbable. C'est l'équivalent de la société d'électricité qui m'envoie un électricien parce que c'est un problème au tableau. Donc c'est pas nous, c'est vraiment un problème général. Le gars me fait le devis et calmement sur le devis il marque motivation. En place mais justement là on va pas forcément rentrer dans les détails et c'est pas le sujet de la vidéo mais toi en tant que Rwandaise à Kinshasa c'est vrai que dans la diaspora bon on est entre Africains que tu sois Rwandais, Congolais, Togolais, en général c'est cool, on est tous ensemble, on parle pas forcément des choses qui peuvent fâcher voilà. Mais en étant sur place, est-ce que tu as senti justement que il y a un peu ce fait, voilà, elle est rwandaise, elle est au Congo, est-ce que c'est compliqué? Il y a eu, en plus notre timing était vraiment mauvais, puisque je te dis c'était un moment où en fait le Rwanda et le Congo s'étaient rapprochés, il y avait de nouveau les lignes rwandaises, que ce soit pour Lubum, pour Kiel, il y avait même des projets… De Kigali à Kinshasa, c'est combien de temps de vol? C'est 2h30. 2h30, ouais. Sauf qu'après quand tu dois prendre les autres vols, parce qu'il n'y a plus Rwandair, c'est par Kenya Airways, on a pour 6 heures, mais sinon en vol direct c'était 2h30, et Lubum aussi 2h30. Et c'est dommage, hein. Vraiment. C'est dommage parce que et surtout, c'était beaucoup d'autres Africains, c'est pas forcément les Rwandais spécialement qui allaient, mais ça permettait à beaucoup d'Africains d'utiliser Rwandair pour y aller. Enfin bref. Et je me dis effectivement, même les Congolais qui ont pas mal d'argent, investir dans un pays qui est stable comme le Rwanda. Il y en a beaucoup ici. Le Rwanda plutôt. Ouais. Non, c'était vraiment dommage. Et donc à ce moment-là, il y avait eu une espèce de… Oui, ils s'entendaient bien. Tshisekedi et Kagame, ils étaient mis d'accord. Il y avait même des projets de coopération par rapport aux importations de fruits et légumes et de choses comme ça. Il y a vraiment des chouettes trucs. Et puis bon, de nouveau, l'influence politique où je pense que ça bénéficie à tout le monde que le Congo soit fâché avec beaucoup de gens et qui s'en prennent à nous plutôt que de regarder vraiment quelles sont les responsabilités. Et donc au moment où on commence à faire les allers-retours, c'est là où ils disent non, maintenant les Rwandais peuvent… Enfin, Rwandair ne peut plus atterrir sur notre territoire. Et là on se dit
qu'est-ce qu'on fait. Et puis à ce moment-là, on a quand même des amis là-bas qui sont depuis des années, qui sont burundais ou rwandais, qui font en fait, à Kin, a priori, tu vas pas être impacté pour ça. Les gens vont peut-être un peu s'interroger, poser des questions, mais on verra bien. Et donc c'est vrai que les premiers mois, on n'a pas vraiment senti d'animosité particulière. Par contre, quand on a ouvert, les gens aiment bien savoir où ils vont manger. Et donc il y a des gens qui nous connaissaient, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui viennent au Rwanda et qui ont même des business ici ou de l'immobilier. Et donc il y en avait qui venaient en disant, ouais, on vous connaissait à Kigali, on est content que vous ouvriez à Kin, donc cela plutôt chill, tranquille. Et puis il y en avait d'autres qui ne nous connaissaient pas et qui avaient googlé Poivre Noir, qui du coup avaient vu que c'était du Rwanda, donc ils venaient et puis demandaient au serveur, oui mais c'est qui les patrons? Est-ce que c'est juste les Rwandais là et du coup à chaque fois nos serveurs étaient là, non, il y a aussi monsieur Untel et son épouse. Finalement c'est un melting pot, il y a un Belge, ouais, c'est ça. Et puis surtout, nous on trouvait ça un peu bizarre quand on était là. Le but, c'est quand tu vas dans un restaurant, c'est est-ce que la nourriture est bonne ou pas? Est-ce que j'ai envie de revenir ou pas? Personnellement, je ne m'interroge jamais sur qui est le propriétaire du restaurant où je vais. S'il est là que je le rencontre, c'est cool, mais c'est vraiment pas un sujet. Donc ça, c'était un peu bizarre. Et puis clairement, du coup, il y a eu quelques personnes qui se demandaient pourquoi on était venus. Et du coup, pourquoi on est toujours les deux en fait? Parce que si on avait vendu et qu'on était allé complètement au Congo, je crois que là, ils auraient fait assez bien. Vous avez compris, on vous a récupéré, ou je sais pas, un truc comme ça. Voilà, genre, mais là, comme du coup, c'était en mode non, en fait, on a les deux et on a envie d'être entre les deux et c'est pas un choix. Alors, du coup, c'était en mode, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Donc, ça a été un peu compliqué. Ça a un peu contribué au fait que moi, je reparte un peu plus tôt, puisque du coup, on s'y est installé vers l'été et moi, je suis repartie en fin d'année avant le nouvel an avec les filles. Et une des choses, c'était ça, c'est qu'en fait, je trouvais ça inconfortable d'être tout le temps interrogée sur mes motivations qui étaient juste faire un bon restaurant et où on te demande s'il n'y a pas derrière un truc politique ou quoi. Ouais, c'était pas très agréable, quoi. Donc là, maintenant, vous avez un restaurant en Afrique de l'Est. Oui. En Afrique centrale. C'est quand vous venez chez nous en Afrique de l'Est. Écoute, mon mari a fait quelques émissions télé à Abidjan, il s'est bien plu à Abidjan. Ça consomme pas mal. Hein, ça consomme pas mal, il y a une grande classe moyenne. En fait, c'est une ville qui est très vibrante. Moi, j'ai été une fois, c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu. Mais c'était très loin de nouveau des clichés que j'avais. Parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus, je sais pas, un peu plus comme Kin. Je m'attendais à vraiment beaucoup de désordre et j'ai trouvé qu'en fait ça allait. Et donc ça pourrait être une idée, Abidjan. J'aimerais bien Yaoundé ou Douala, mais apparemment c'est devenu compliqué ces temps-ci là. Les Camerounais ne me font pas tout de suite. Attends un peu, donc je vais les écouter.
tendance, parce qu'on revient et qu'on a acquis des compétences à l'étranger, en Occident, ce qui reste un peu la référence dans le monde entier, de se dire je vais venir et je vais pouvoir un peu changer vraiment les choses, apporter mes connaissances et genre les gens vont être, vont avoir de la gratitude pour ça. Et en fait, c'est vraiment important quand on revient de, oui, bien sûr, apporter les compétences qu'on a acquises, mais de tenir compte du fait qu'ici aussi, il y a des compétences que nous, par contre, on n'a pas du tout. Et que le but, c'est de les mixer pour que ça fonctionne. Comme lesquelles, par exemple? Les gens sont plus à l'écoute, voilà, la patience. Tout n'est pas obligé d'aller vite du moment que c'est fait. Il y a le fait que ici, tu vas mettre plus de temps à expliquer aux gens ton projet. L'Occident, ça va très vite. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu as même des espèces de speed dating pour rencontrer un investisseur ou un entrepreneur. Tu vas, hop, tu as 5 minutes pour présenter ton projet, etc. Ici, ça peut prendre parfois 1 an ou 2 pour qu'un projet vraiment se réalise, parce que les réalités du terrain font que, parce que les gens ont besoin que la relation qu'ils ont avec l'entrepreneur avec qui ils vont bosser ou l'investisseur qui va investir en eux soit une vraie relation, de te connaître mieux, de voir vraiment comment ça fonctionne. Et donc vraiment l'humilité c'est important parce qu'on a tous ce truc où à un moment donné on va commencer à s'énerver, à dire ah mais ça aurait pu être comme ça et ça devrait être comme ci et comme ça, et c'est pas forcément faux, mais en fait c'est pas parce que c'est comme ça là-bas que ça va être comme ça ici. Et le but c'est vraiment de trouver comment ça va fonctionner dans le pays où on est et de le dire avec beaucoup de diplomatie, de calme et de venir avec vraiment une solution concrète. Juste dire c'est n'importe quoi ce que vous faites, ça va servir à rien. Par contre, si tu es capable de pointer un problème dans un secteur et de pouvoir parler à la bonne personne et de dire tiens, j'ai remarqué ça quand je viens, je sais pas, à la banque ou dans votre société, je pense que vous pourriez bénéficier de ceci et cela, et limite tu vraiment t'apportes ton aide en mode on est ensemble, là ça fonctionne. Mais quand tu viens juste pour dire que ce qu'ils font c'est nul, ça va être très compliqué. Donc l'humilité, oui, on a été ailleurs, on a ce privilège là, mais il ne faut pas commencer à venir trop la ramener parce qu'on va heurter des gens en fait dont on a besoin et qui vont nous compléter et qui eux vont nous apporter justement ce truc du t'es rentré au pays, le but c'est que ça fonctionne à long terme. C'est comme si l'espace-temps était différent parce que l'histoire est différente, donc il faut vraiment chiller avec ça, se détendre bien et ne pas faire trop le malin. Donc ça c'est un premier truc. La deuxième chose, j'insiste sur ce business plan, quelle que soit la taille du projet, même si c'est pour faire de la consultance ou quoi, il y a moyen de trouver, même sur internet, des modèles de business plan. Parce qu'en fait, on va toujours sous-estimer les coûts et les dépenses et les petits couacs qu'on pourrait avoir. Alors que si on a vraiment cette espèce de colonne vertébrale, on peut savoir déjà si le projet tient la route, parce qu'à la fin de ton business plan, ça va être là genre, ok, après 2 années, si ça fonctionne comme ça fonctionne, ou bien le business plan te dit, oula, ça reste beaucoup dans le rouge cette histoire. Donc ça, je dirais, soit tu essaies de le faire tout seul, si on n'arrive pas tout seul, de demander à quelqu'un qui est entrepreneur, de dire, tiens, je peux vous envoyer le brouillon de mon idée, quels sont les points que j'ai omis. Faut vraiment pas hésiter, et faut vraiment, parce que des fois les gens se disent ah mais c'est un petit business que je vais faire, je vais juste faire de l'import-export ou machin. Oui, mais quelles sont les taxes que tu devras payer, est-ce que tu auras besoin de bureau à un moment donné à terme ou pas? Tes frais internet dans certains pays d'Afrique ils sont énormes, si tu n'as pas pris en compte dans ton business plan, ça peut être tout d'un coup des dépenses que tu n'as pas vu venir et qui peuvent ruiner l'investissement que tu avais. Donc vraiment le business plan, j'insisterai là-dessus beaucoup. Et puis contacter les gens. Faut pas être timide. Moi je suis un peu timide et réservée, donc au début, en plus moi quand je suis arrivée, il n'y avait pas encore toute cette communauté Repat, elle était déjà là, mais ils ne partageaient pas encore leur expérience. Internet, Instagram, tout ça n'était pas au même niveau. Et c'est vrai que moi c'était dur parce que des fois je me disais tiens mais c'est comment le retour, peu importe le pays, ça se passe comment. Et à part quelques témoignages comme Diane Audrey pour visiter l'Afrique et 2-3 autres articles que j'avais trouvés, j'avais personne qui pouvait me pointer les difficultés et les bénéfices aussi du retour. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai créé ma page, c'était vraiment pour dire il faut que je montre parce que d'autres gens vont vouloir revenir et il faut qu'ils aient au moins déjà un petit aperçu de ce que je fais, et entre temps plein d'autres l'ont fait très bien. Même ta page c'est un peu à ça qu'elle sert aussi, c'est que c'est vraiment parce que là tu as vraiment des cas concrets. Et n'hésitez pas en fait à envoyer des mails, les gens peut-être pas vous répondre, peut-être qu'ils vont vous répondre plus tard parce que ça va dans les spams, peu importe, mais ça vaut la peine de suivre quelqu'un qui parle de retour. Mais quand je dis le suivre, c'est pas juste aussi aller que pour poser une question, ça aussi, comme tu dis, toi par exemple, tu as ta chaîne YouTube, etc. Faut donner de la force aux gens. Tu vas pas aller le voir juste que toi tu as une question, c'est soit tu soutiens aussi son projet, et du coup quand tu lui poses une question, on va prendre le temps de répondre, parce que les gens aussi qui juste sont là, j'arrive dans 3 jours, qu'est-ce que je dois amener, là, mais bonjour, au revoir, voilà, c'est compliqué. Mais clairement, n'hésitez pas à parler aux gens, et aussi à parler aux gens qui parfois sont partis, enfin sont revenus, partis, puis revenus, parce que ça aussi on ne le dit pas.
c'est pas forcément notre premier projet qui va fonctionner. Nous, dans notre cas, ça a été le cas. Mais moi, j'ai des amis où le premier projet, c'était pas celui-là qui a fonctionné parce que justement, la préparation ou la demande n'était pas encore là pour ce qu'ils voulaient faire. Et parfois, ils sont repartis vers le pays où ils ont étudié, vécu, où ils ont une autre nationalité. Ils se sont mieux préparés et ils sont revenus avec un projet qui était plus solide. C'est pas un échec. Okay. Pour moi, ça, c'est voilà. En fait, surtout si vous voulez revenir à votre compte, faut être prêt à faire, oui, 3 pas en avant, parfois 2 pas en arrière. Mais le but, c'est qu'à long terme, il y ait plus de pas devant que de pas derrière. Mais clairement, ce n'est pas aussi rose que ce que l'on peut imaginer. Ce n'est pas aussi simple que ce que l'on peut imaginer. Et je ne connais pas grand monde qui a regretté d'avoir osé. Donc, voilà. Génial. Ben, merci pour ces 3 conseils. Merci à toi. Très brièvement, donc à savoir 1, l'humilité, très important. 2, arriver préparé avec un business plan. Et puis 3, n'hésitez pas à solliciter des gens qui ont déjà fait le chemin que vous voulez emprunter, sur lequel vous réfléchissez. Vous avez parfois beaucoup de questions, vous êtes anxieux, il y en a qui l'ont déjà fait, donc n'hésitez pas à solliciter ces personnes-là. Justement, Nathalie, s'il y a des personnes qui veulent te solliciter à ce point, sur ce point précis, comment ils font? Est-ce qu'ils vont plutôt sur ta page Instagram? Je sais qu'à l'époque, tu venais d'ouvrir aussi une page YouTube. Plutôt LinkedIn. Honnêtement, tous. C'est-à-dire que je suis plus présente sur Instagram, donc ce sera peut-être là où il y aura une réponse plus rapide. Et puis il y a mon email aussi, donc ça c'est quand même plus simple. Mais sinon, en général, n'importe où vous voyez que j'ai partagé quelque chose, a priori, vous avez un accès vers mon email ou un DM et il n'y a pas de souci. C'est vraiment, je suis toujours open. Parfois, je mets un peu de temps à répondre, mais j'essaie de répondre de façon complète, donc ça vaut l'attente. Génial, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à contacter Nathalie, notamment sur son email. Elle prendra le temps, si elle l'a, de vous répondre. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette interview. Je vais vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis jusqu'à là. Si vous n'avez pas encore fait les prouesses, ceux qui sauvent, je vais vous inviter vraiment à les faire. Donc à savoir, 1, c'est très important, aimer la chaîne, aimer la vidéo, c'est très important pour le référencement. 2, si vous n'êtes pas encore abonné à Webback2 Africa, je vous invite à le faire maintenant et activer la cloche afin de ne rien manquer du contenu qui sortira dessus. 3, dans la démarche du Ubuntu, je suis parce que vous êtes, donc partagez autour de vous. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des questions pour Nathalie, elle y jettera un coup d'œil et puis elle tâchera de vous répondre si jamais elle le peut. On parlait de la langue au début. J'ai l'habitude de finir mes interviews par au revoir dans la langue de mon invité et dans ma propre langue également. Donc comment on dit au revoir en Kinyarwanda? Ma façon préférée, c'est Murao, ce qui est la paix en fait. Ok, c'est la paix. Ah, donc quand on dit Murao, c'est la paix. C'est peu importe, on peut le dire pour dire bonjour et on peut le dire pour dire et je trouve que c'est très poétique et c'est vraiment ma façon préférée de le dire. Ok, donc voilà, comme le dit Nathalie, on vous dit au revoir, la paix sur vous, Murao, et comme on dit chez nous en Mina, on se voit bientôt. Et Izindé.